Binyamin Netanyahou dit « Nous avons tout fait dans le dossier des otages, nous avons tout fait pour essayer de les libérer. Aujourd'hui, essayons d'utiliser plus massivement l'arme de la puissance militaire et essayons de faire plier le Hamas et de lui faire poser un genou à terre. » Jusqu'à présent, c'est vrai que cela n'a pas tout à fait fonctionné, mais on espère du côté israélien que cela fonctionne. Je vous propose, comme je vous l'ai annoncé dans la présentation de cette heure d'actualité, de revenir sur la décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale, prise dans la nuit de jeudi à vendredi qui a décidé de facto de conquérir la bande de Gaza, puis les camp de Palestiniens du centre de la bande de Gaza, et qui, à la fin de la réunion, a voté en faveur de 5 points importants qui permettraient de mettre fin à la guerre. Le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages, la démilitarisation de l'intégralité de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien sur l'ensemble de la bande de Gaza et l'installation d'une administration civile alternative qui ne serait ni affiliée au Hamas ni affiliée à l'autorité palestinienne. C'est l'essentiel de la décision du gouvernement israélien qui a été établie après de longues discussions, plus de 10 heures de discussions entre les ministres et l'échelon militaire, le chef d'état-major, qui a présenté son approche de la situation, et une approche qui, on l'a remarqué, bien entendu, divergeait considérablement par rapport à celle du gouvernement israélien. Alors, pour essayer de comprendre l'importance de cette décision et pourquoi finalement elle suscite tant de réactions, tant au sein de la population israélienne à travers les protestations des familles d'otages qui craignent que une opération à l'intérieur de la bande de Gaza n'entraîne la mort de leurs proches, tant au sein de la communauté internationale, on l'a vu avec la réaction en particulier du chancelier allemand Friedrich Merz, de geler ou de lancer un embargo sur la vente d'armes, l'acheminement d'armes allemandes à l'État d'Israël. Eh bien, on va essayer de revenir, il faut revenir absolument en arrière, essayer de faire une sorte de zoom out comme nous tentons de le faire de temps en temps pour mieux comprendre la réalité, sinon il est effectivement toujours difficile de comprendre cette réalité. Et pour comprendre cette réalité, il faut revenir en arrière, je dirais jusqu'au 11 juillet dernier, il y a presque exactement un mois. C'est le 11 juillet que Binyamin Netanyahou est rentré des États-Unis. Après avoir passé plusieurs jours à Washington et 2 rencontres avec le président Trump à la Maison-Blanche, 2 rencontres extrêmement importantes au cours desquelles le président américain lui a demandé de tout faire pour parvenir à la libération des otages, pour conclure un accord qui permettrait la libération des otages. Il s'agissait d'un accord partiel qui permettait, selon le plan défini par Steve Witkoff, de libérer 10 otages vivants et une vingtaine ou 18 otages assassinés, et permettrait d'une certaine manière d'instaurer un cessez-le-feu d'au moins 2 mois sur la bande de Gaza, un cessez-le-feu qui impliquerait un repli des forces israéliennes sur des positions qui étaient valables, on va dire quasiment au moment du précédent accord qui est intervenu, rappelez-vous, en janvier 2025. Alors, Binyamin Netanyahou est rentré des États-Unis avec, on va dire, apparemment l'intention de tout faire pour parvenir à cet accord, parce que, apparemment, le président américain lui a fait miroiter que derrière un tel accord, il y aurait une possibilité d'élargir les accords d'Abraham, de normaliser en particulier la relation entre Israël et l'Arabie Saoudite, d'instaurer des relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui n'est pas anodin d'une certaine manière, et également peut-être aussi à la clé des accords avec la Syrie ou avec le Liban. Binyamin Netanyahou a effectivement fait des efforts à de multiples reprises au cours des dernières semaines. On l'a vu, le gouvernement israélien, Binyamin Netanyahou en particulier, quitte même à subir, on va dire, les critiques de son aile droite, a tenté de faire des concessions en direction du Hamas pour parvenir à un accord. Et de facto, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le Hamas, parallèlement, n'a cessé de durcir ses positions. Il est allé de l'avant en faisant grimper les enchères dans les négociations, avec, il faut le souligner dans le cas précis, le soutien actif même du
du Qatar qui est passé du rôle de médiateur au rôle d'acteur et de partisan de la position du Hamas. C'est un élément que l'on ne peut pas l'éluder dans le contexte actuel, et donc finalement le Hamas a durci ses positions, et parallèlement il a réussi à enclencher cette fameuse campagne sur la famine à l'intérieur de la bande de Gaza, avec, on va dire, l'étroite coopération et coordination, avec l'étroit soutien d'une partie importante de la presse internationale, y compris d'une partie de la presse israélienne, qui a répercuté également ces informations. Bien entendu, on ne dira jamais assez le rôle problématique du quotidien Haaretz dans sa version en hébreu, mais aussi et surtout, dirons-nous, dans sa version en anglais, qui ont répercuté, on va dire, les accusations de famine dans la bande de Gaza, avec ces images qui, on le sait depuis, se sont avérées être des fake news, des informations falsifiées. Et donc, quelque part, cette campagne a réussi au Hamas, et cette campagne, elle a tellement réussi au Hamas que, d'une certaine manière, le mouvement terroriste s'est vu renforcé, et le dernier, on va dire, le dernier coup de pouce que le Hamas, que le mouvement terroriste a reçu, eh bien, il a été reçu de la part de la communauté internationale à travers les déclarations et l'initiative lancée par le président français Emmanuel Macron de reconnaître lors de l'Assemblée générale des Nations Unies un État palestinien indépendant, une initiative qui a été suivie, on le sait, par la suite par la Grande-Bretagne et aussi par le Canada et par d'autres pays. Et tout cela, bien entendu, a soufflé dans le sens du Hamas, qui a senti qu'il avait le vent en poupe, et qu'il pouvait donc concrètement aller de l'avant et durcir ses positions. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a vu un Hamas qui n'avait absolument aucun intérêt dans la conjoncture internationale actuelle à aller vers un accord qui aurait de facto conclu, qui aurait de facto qui l'aurait privé de certains acquis, en particulier de l'atout d'une partie des otages. Et donc, au bout du compte, il y a un peu plus d'une semaine, Steve Witkoff, l'émissaire américain, est venu en Israël, non pas cette fois pour conclure un accord, mais pour constater, on va dire, que le Hamas était le réfractaire dans les négociations avec Israël sur la libération des otages et sur un accord de cessez-le-feu. Et donc, Steve Witkoff a d'une certaine manière donné carte blanche au gouvernement israélien, à Benjamin Netanyahou, afin qu'il prenne une décision concernant l'avenir de la bande de Gaza, et une décision qui lui permettrait d'une certaine manière d'essayer de parvenir aux objectifs qu'il s'est toujours fixés. Et pour revenir un petit peu même en arrière, il faut rappeler que les objectifs de la guerre, au début de la guerre, au tout début, au lendemain, on va dire, des massacres du 7 octobre, pendant les premières semaines et les premiers mois, il faut rappeler qu'il était d'un commun accord, d'un consensus, que ce soit de la gauche, du centre, de la droite, des observateurs sécuritaires, ou des observateurs politiques, diplomatiques, tout le monde était d'accord sur le principe qu'il fallait absolument éradiquer le Hamas, et que ensuite, eh bien, il allait falloir résoudre le problème des otages. Concrètement, au fur et à mesure, grâce à une campagne assez bien menée, on va dire, de la part du Forum des familles d'otages, menée avec à coup de centaines de milliers de shekels, ou même millions de shekels, eh bien, on a vu que l'opinion publique s'est peu à peu modifiée, et elle a poussé, on va dire, le gouvernement israélien à réactualiser les objectifs de la guerre, d'abord en disant que, eh bien, il y avait deux objectifs, l'éradication du Hamas et la libération des otages, puis, eh bien, on a vu que le dossier des otages était devenu le dossier prioritaire pour l'échelon politique d'abord, mais aussi pour l'échelon militaire. Et il faut rappeler que dans la nuit de jeudi à vendredi, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, nouveau chef d'état-major, il est en place depuis 5 mois seulement, eh bien, a très clairement affirmé et expliqué, eh bien, que sa priorité était la libération des otages, avant même, d'une certaine manière, l'éradication du Hamas ou une décision définitive sur la politique à mener après-guerre, et que c'était sa priorité. Donc, quelque part, à partir du moment où la priorité est devenue donc la libération des otages, eh bien, Benjamin Netanyahou a, d'une certaine manière, dû surfer sur cette vague au cours des derniers mois,
avec la demande expresse du président américain, et c'est ce qui l'avait poussé donc au cours des dernières semaines à essayer de tenter de faire des concessions, y compris sur le plan territorial, en permettant, en autorisant par exemple le retrait de forces israéliennes de certains axes sur lesquels elles s'étaient installées solidement ces derniers mois. Et donc quelque part aujourd'hui, on peut dire que la décision du gouvernement, d'une certaine manière, c'est une volonté de la part de Binyamin Netanyahou de redéfinir les priorités. À partir du moment où on voit que l'axe, le dossier de libération des otages semble obstrué, en particulier, essentiellement bien entendu à cause des exigences du Hamas, eh bien, on essaye de revenir à l'autre objectif qui est donc de frapper le Hamas de manière la plus dure, de lui asséner un coup qui serait fatal. Et pour que l'on puisse parvenir à un coup qui serait fatal, eh bien, il faut absolument, selon le gouvernement israélien, selon Binyamin Netanyahou, frapper à l'intérieur de Gazaville et des camps palestiniens qui jusque-là ont été épargnés en raison de la possibilité de l'éventualité qui, selon les services de renseignement israéliens, l'éventualité selon laquelle, eh bien, les otages, les 20 otages vivants se trouveraient dans ces zones-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, le Hamas a pu continuer à agir de manière impunément dans ces zones-là. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le gouvernement a pris apparemment cette décision. Binyamin Netanyahou, de facto, on peut dire, il revient à une politique plus ferme, plus musclée, une politique qui pourrait être, d'une certaine manière, les leçons que lui, en tant que Premier ministre, a tirées de la catastrophe du 7 octobre, à savoir de ne pas aller vers une politique de retenue, même si, effectivement, la guerre, pendant les 22 derniers mois, eh bien, a obtenu des résultats très tangibles. On ne répétera jamais assez le succès avec le Hezbollah au sud Liban, le démantèlement de l'armée syrienne avec la chute du régime de Bachar el-Assad, les exceptionnels exploits des pilotes israéliens contre l'Iran dans la guerre des 12 jours. Mais le Premier ministre sait que, eh bien, Israël et Tsahal ne sont pas parvenus à faire la décision dans la bande de Gaza, en particulier en raison des deux accords qui ont précédé au cours des 22 derniers mois, l'accord de novembre 2023 qui a permis la libération d'une centaine d'otages, et l'accord de janvier 2025 qui a permis la libération de plusieurs dizaines d'autres otages. Et donc quelque part aujourd'hui, Binyamin Netanyahou dit: nous avons tout fait dans le dossier des otages, nous avons tout fait pour essayer de les libérer. Aujourd'hui, essayons d'utiliser plus massivement, on va dire, l'arme de la puissance militaire, et essayons de faire plier le Hamas et de lui faire poser un genou à terre. Jusqu'à présent, c'est vrai que cela n'a pas tout à fait fonctionné, mais on espère du côté israélien que cela fonctionnera. La problématique, elle est claire, elle a été exposée par le chef d'état-major lors de la réunion de jeudi soir. Eh bien, c'est que d'une part, eh bien, cela risque de mettre en danger la vie des otages, et de l'autre, eh bien, cela risque d'être difficile dans la mesure où il faudra mobiliser 2 ou 3 divisions, peut-être même 4 divisions supplémentaires. Cela veut dire plusieurs dizaines de milliers de réservistes, dont certains ont terminé à peine une période de réserve de 90 jours pour au moins 200 jours supplémentaires de service militaire. Et quelque part, au sein de l'état-major, on affirme il y a un certain épuisement au sein des forces de réserve de l'armée israélienne, et il faut absolument trouver une solution pour permettre, et c'est la raison pour laquelle le chef d'état-major jusqu'à présent était favorable seulement à un encerclement de la ville de Gaza, et non pas à la conquête intégrale de la ville de Gaza. Tout cela, eh bien, nous conduit donc à cette décision du gouvernement qui est critiquée, on le voit au niveau international, avec donc la décision du chancelier allemand de lancer un embargo contre la vente d'armes en Israël. Et la grande question que l'on se pose, c'est: est-ce que Binyamin Netanyahou veut véritablement aller jusqu'au bout de cette opération, ou alors il s'agit seulement d'un impressionnant levier de pression que le gouvernement israélien essaye d'imposer, on va dire, au Hamas, peut-être aussi aux pays médiateurs que sont le Qatar et l'Égypte, pour parvenir justement à revenir à la solution d'une libération d'une dizaine d'otages qui semble être entre guillemets la plus réaliste actuellement. C'est ce que semble dire le ministre des Finances et leader du sionisme religieux, du parti sioniste religieux à la Knesset, Bezalel Smotrich, et c'est la raison de sa colère. Il estime que d'une certaine manière, il ne s'agit là que d'un levier de pression et pas d'une volonté véritable du gouvernement
gouvernement israélien. D'ailleurs, certaines informations laissent penser justement qu'effectivement on pourrait reprendre des négociations, même si on ne voit pas comment elles pourraient aboutir. Et bien là, quelque part, Bezalel Smotrich essaye de montrer d'une certaine manière qu'il se distingue, qu'il reste favorable qu'il tire encore plus que Binyamin Netanyahou les leçons du 7 octobre, qu'il dit qu'il faut conquérir l'intégralité de la bande de Gaza, annexer une partie de la bande de Gaza et ainsi faire subir au Hamas une défaite sur le terrain en partant à la conquête donc concrètement de cette bande de Gaza et en y installant un régime militaire. Voilà donc le point sur cette situation. Il faudra voir au cours des prochaines semaines ce qui se développera. Une chose est sûre, le début de l'opération israélienne à l'intérieur de la ville de Gaza, ne sera pas pour demain. Il semble que l'on parle aujourd'hui d'après les fêtes de Tishri, c'est-à-dire au milieu du mois d'octobre, pas avant, le temps de préparer justement les effectifs militaires, de rassénérer, on va dire, les forces de Tsahal et d'acheminer surtout de l'aide humanitaire dans la population gazaouite, de séparer la population de la ville de Gaza de celle des terroristes du Hamas qui se cachent dans les tunnels, et ensuite donc de frapper fort de la manière la plus forte possible le Hamas, si d'ici là donc il n'y a pas d'accord qui est intervenu sur le plan diplomatique afin de libérer les otages et de parvenir à un cessez-le-feu prolongé dans la bande de Gaza. Voilà donc le point que l'on pouvait faire ce matin autour de ce dossier brûlant de la conquête de la ville de Gaza décidé par le gouvernement israélien dans la nuit de jeudi à vendredi.